et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré au cinéma. Damien parle de films. Damien c'est moi et les films aujourd'hui seront ceux de Kevin Smith, réalisateur américain de 51 ans. Pour ce podcast, on va surtout évoquer les films réalisés par Kevin Smith puisqu'il a plusieurs activités. Aujourd'hui, c'est surtout donc son activité de réalisateur qui va nous intéresser. Ces films, ils sont au nombre de 13 officiellement sortis, 14 bientôt avec Clerks 3 en 2022. Mais reprenons au début. Nous sommes donc en 1994 et le premier film de Kevin Smith, c'est Clerks. Une petite production de seulement $30,000 réalisée chez lui dans le New Jersey, qui raconte donc le quotidien de Randall et Dante, qui sont des employés, comme le dit le sous-titre d'ailleurs français. Clerks, les employés modèles. Donc Dante est l'employé du Quick Stop petite épicerie, quant à Randall, l'employé du vidéoclub RST Vidéo situé juste à côté. Ce film, c'est une succession de scénettes où Dante s'ennuie dans ce travail de caissier, où il devait d'ailleurs ce jour-là ne pas travailler. Ce qu'on remarque dans le film Clerks, c'est surtout la révélation d'un auteur. Kevin Smith est un brillant dialoguiste, et d'ailleurs dans Clerks, ce qui saute aux yeux, c'est l'authenticité des conversations que peuvent avoir Dante et Randall, où on se dit que Kevin Smith a dû simplement retranscrire des conversations qu'il pouvait avoir avec ses amis. C'est ce qui fait d'ailleurs de Clerks un film assez générationnel, puisque quand on a 20 ans et qu'on fait un petit boulot qui ne nous plaît pas vraiment, il est très facile de se projeter, de s'identifier aux personnages décrits dans Clerks. Clerks peut être d'ailleurs décrit comme un film semi-amateur à l'époque, donc en 1994, il fera donc sensation au festival de Sundance, sera ensuite racheté par Miramax, qui rajoutera une bande originale, et sera donc distribué dans tous les pays, et consacrera donc Kevin Smith comme un auteur et un réalisateur à part entière. Ce succès indépendant, mais cependant la puce à l'oreille d'un producteur, Jim Jacks. Jim Jacks, c'est le producteur de La Momie, de Tombstone, de Chasse à l'homme, mais également d'un autre film générationnel qui est Dazed and Confused de Richard Linklater en 1993, mais qui a réalisé en 1990 Slacker, qui a des points communs avec Clerks, notamment dans sa manière de décrire ses personnages. Jim Jacks se dit, en voyant Clerks, qui tient là l'auteur de son prochain Dazed and Confused, et donc demande à Kevin Smith, sous la houlette d'Universal, de réaliser donc un nouveau Clerks, mais en plus grand, en couleur et pour le grand public. Kevin Smith écrit donc la comédie Mallrats en 1995, qui suit donc les pérégrinations de deux personnages, T.S. Squink et Brody. On retrouve à travers ces deux personnages un peu le canevas qui faisait les personnages principaux, Randall et Dante. T.S. Squint et Brody sont donc des Mallrats, c'est-à-dire qu'ils errent dans un centre commercial du New Jersey pour pouvoir récupérer leurs petits amis qui les ont largués le matin même. Dans Mallrats, on retrouve un autre duo que Kevin Smith avait décrit dans Clerks, qui est le duo Jay et Silent Bob. Silent Bob est interprété par lui-même, et Jay, c'est son ami Jason Mewes. Jay et Silent Bob, ce sont deux glandeurs, trafiquants de marijuana à leurs heures, qui, dans Clerks, étaient simplement deux glandeurs qui squattaient comme ça devant le Quick Stop. Dans Mallrats, ils sont transformés littéralement en personnages de cartoon. On a affaire avec Mallrats donc plus à un film cartoon, c'est un dessin animé ou même un comics live. On retrouve d'ailleurs dans Mallrats beaucoup de références aux comics, à Marvel et à DC, et même une apparition très remarquée de Stan Lee, alors directeur de Marvel. Malheureusement, Mallrats sera descendu par la critique en 1995. Il faut dire que Kevin Smith a un peu 10 ans d'avance. Les références à Marvel et aux comics en 1995, ça ne touche pas encore le grand public. C'est donc l'arrêt des ambitions de Kevin Smith dans sa future carrière de réalisateur, puisqu'il avait comme projet de mettre en scène un film intitulé Dogma. Ce sera pour plus tard. En attendant, il doit donc écrire un projet plus personnel. Il va donc se tourner vers Miramax, qui avait donc distribué Clerks quelques années auparavant, et pour un budget assez dérisoire de $250,000, il écrit les aventures d'un nouveau duo. Donc ce nouveau duo, c'est Holden et Banky, qui sont créateurs
de comics, et qui ont notamment écrit les aventures de Chronic et Bluntman. Chronic et Bluntman, ce sont les super-héros Jay et Silent Bob. Chasing Amy se passe encore dans l'univers de Clerks et Mallrats, ce qu'on va appeler le View Askew Universe, puisque la société de production de Kevin Smith c'est View Askew, ce qui permet donc de relier Chasing Amy à ses autres films. Et donc l'histoire de Chasing Amy, c'est l'histoire de Holden et Banky, qui donc vivent de leurs comics, tentent de vendre leurs comics en adaptation live, et un jour Holden va faire la rencontre d'Alyssa Jones, dont il va tomber amoureux. Malheureusement pour lui, Alyssa est gay, et donc ils ne vont pouvoir que rester amis un temps, jusqu'à ce qu'Holden révèle ses sentiments, qu'ils entament une relation où Holden ne va en fait pas supporter que Alyssa soit plus expérimentée que lui d'un point de vue sentimental et autres d'ailleurs dans la vie. À travers ce film Chasing Amy, Kevin Smith exprime sa propre insécurité sentimentale. Il est en couple à l'époque avec l'interprète d'Alyssa, Joey Lauren Adams, et donc à travers Chasing Amy, il exprime pour elle sa propre insécurité sentimentale et révèle une part plus sensible, plus romantique que ce qu'il a pu faire avec Clerks et Mallrats. Le film, dans le circuit indépendant américain, donc en 1997, remporte plutôt un très bon succès critique. Quentin Tarantino le désignera même comme le meilleur film indépendant de 1997, et il remportera 2 Spirit Awards. Les Spirit Awards, ce sont les Oscars du cinéma indépendant. Donc un Spirit Award pour Jason Lee qui interprète Banky, meilleur second rôle masculin, et un Spirit Award pour Kevin Smith en tant que scénariste, ce qui souligne encore effectivement le talent de dialoguiste de Kevin Smith. Face à ce succès, il peut enfin donc mettre en place son ambitieux projet Dogma, qui sort en 1999, et qui narre donc les aventures de Bethany, une femme catholique en crise de foi, puisque son mari l'a quittée, elle ne peut pas avoir d'enfant, donc elle blâme un petit peu Dieu pour tout ce qui lui arrive en se disant que finalement il n'y a pas de Dieu si sa vie n'est pas comme elle l'aurait souhaité. Elle reçoit l'apparition d'un ange un peu déjanté qui lui demande d'empêcher 2 anges, Bartleby et Loki, interprétés par Matt Damon et Ben Affleck, qui, par le biais d'une arche située dans une église dans le New Jersey, vont pouvoir regagner le paradis. Or, ils sont bannis du paradis, donc s'ils regagnent le paradis, ils donneront tort à Dieu, et ce sera la fin du monde. Bethany doit donc empêcher cette fin du monde. Elle sera accompagnée dans son aventure de Jay et Silent Bob, ce qui permet donc à Dogma de faire partie du View Askew verse. Une comédie d'aventure, ma foi, tout à fait plaisante, où Kevin Smith montre sa foi catholique tout en malmenant donc les dogmes et les symboles religieux de la Bible. Le film, de par son irrévérence, recevra, non pas un accueil, puisque c'est par des gens qui n'ont pas vu le film, mais des avis critiques, négatifs. Kevin Smith aura même des menaces de mort à l'époque, qui devra être mis sous protection lors du festival de Cannes. À y regarder de plus près, Dogma est une comédie pas si irrévérencieuse que ça, où Kevin Smith exprime justement sa foi catholique, mais n'est pas un film anticlérical en soi. Il y a aujourd'hui, on pense à La vie de Brian de Monty Python, qui avait reçu les mêmes critiques venant de extrémistes religieux, et aujourd'hui à la télévision, je pense à 2 séries qu'on trouve respectivement sur Netflix et Amazon Prime, qui sont Lucifer et Good Omens, qui jouent des mêmes symboliques, en tout cas du même détournement de ces symboliques bibliques, pour nous raconter les aventures de Lucifer pour Lucifer et de 2 anges perdus sur Terre sur Good Omens. Donc il y a quand même des parallèles entre Good Omens et Dogma. Dogma, de par son casting un peu plus prestigieux, parce qu'on y retrouve également Chris Rock, Alan Rickman, Salma Hayek,
eh bien, est un excellent véhicule pour Miramax et rencontrera le succès, ce qui permet à Kevin Smith de continuer dans sa lancée, d'obtenir une véritable reconnaissance, de faire de Jay et Silent Bob des vrais personnages de la culture pop à part entière. Il va même créer des produits dérivés de cet univers-là, de l'univers View Askew-verse à l'époque. Il va écrire des comics qui racontent en fait tout ce qu'on n'a pas vu dans les films concernant les aventures de Jay et Silent Bob, ou même développer les aventures de Dante et Randall, nos employés de Clerks, à travers des comics, développer des figurines des différents personnages de son View Askew-verse. Il va également être très présent sur la toile en écrivant un blog qui raconte sa vie et se crée ainsi une fanbase qui va le suivre dans ses différentes propositions artistiques. Pour remercier un peu cette fanbase et pour être un petit peu la cerise sur le gâteau View Askew-verse, c'est en 2001 que sort Jay et Silent Bob Contre-Attaque. Jay et Silent Bob étaient jusque-là donc des personnages secondaires qui venaient en aide aux différents protagonistes de ces 4 premiers films. Dans Jay et Silent Bob Contre-Attaque, ce sont eux qui tiennent le haut de l'affiche pour une comédie résolument méta où Jay et Silent Bob voient les aventures donc de Chronic et Bluntman, qu'on a vu donc dans Chasing Amy, être adaptés au cinéma sans leur consentement. Ils vont donc aller retrouver les différents personnages qu'on a pu rencontrer dans Clerks, dans Mallrats et dans Chasing Amy, et traverser l'Amérique jusqu'à Hollywood pour empêcher le film Chronic et Bluntman de se réaliser. C'est un prétexte pour Kevin Smith d'enchaîner donc les situations cocasses et de détourner gentiment les films réalisés par Hollywood et plus spécifiquement les films produits à l'époque par Miramax. On retrouve ainsi Wes Craven en tant que réalisateur de Scream pour une version un peu plus parodique avec Shannon Doherty, qui était déjà dans Mallrats, et également la présence de Gus Van Sant, réalisateur à l'époque de Will Hunting, que Kevin Smith avait produit. C'est donc un film somme, c'est une Madeleine de Proust pour les fans de Jay et Silent Bob. Aujourd'hui, en 2021, donc il y a 20 ans, le film peut avoir un petit peu vieilli et n'a pas vraiment d'ailleurs d'intérêt si on n'a pas vu précédemment Clerks, Mallrats, Chasing Amy et Dogma, puisque c'est un petit peu un film qui vient remercier tous les spectateurs qui auraient pu apprécier ses précédentes productions. Ensuite, son prochain film en 2004 sera Jersey Girl. Alors Jersey Girl sort de l'univers View Askew-verse pour une raison un peu plus dramatique. L'interprète de Jay, donc Jason Mewes, le comparse de Kevin Smith, est à l'époque en proie à ses addictions de cocaïne, d'héroïne, et donc est en cure de désintoxication. Kevin Smith va donc devoir écrire et réaliser un film un peu différent, un film plus personnel, qui sort en tout cas de cet univers View Askew-verse. On est toujours dans la comédie, mais plus dans la comédie douce amère. À travers Jersey Girl, Kevin Smith raconte donc l'histoire d'Ollie Trinky, un publicitaire qui vit à New York, est amoureux de sa femme Gertrude, qui est enceinte de leur premier enfant, mais lors de l'accouchement, Gertrude décède en couche et Ollie Trinky va en plus perdre son emploi de publicitaire. Il va devoir élever seul sa fille et retourner dans le New Jersey. À travers ce film, Kevin Smith tenait à rendre hommage à John Hughes et ses comédies douce amère. Donc John Hughes, c'est le réalisateur de La folle journée Ferris Bueller, de Breakfast Club, de 16 Candles. Ce sont des films qui ont influencé Kevin Smith dans son envie de faire du cinéma. Il voulait faire donc sa propre version des films de John Hughes. C'est un film qui respecte en gros les règles de la comédie romantique. Voilà un film tout à fait appréciable, extrêmement bien écrit, où on retrouve des seconds rôles d'ailleurs tout à fait touchants, notamment le rôle du grand-père interprété par George Carlin. George Carlin qu'on avait d'ailleurs précédemment déjà vu dans Dogma dans le rôle du cardinal, et qui tenait un petit rôle dans Jay et Silent Bob. George Carlin,
c'est pour Kevin Smith une énorme influence puisque c'est un humoriste extrêmement irrévérencieux qui a également dans son écriture vraiment influencé Kevin Smith. George Carlin, c'est également un acteur que l'on retrouve dans le film Bill and Ted Excellent Adventure. Alors hasard ou coïncidence, on peut faire un peu le parallèle entre la personnalité de Bill and Ted, qui est un duo un petit peu déjanté qui voyage dans le temps, et les personnages de Jay et Silent Bob. Et voilà, et il se trouve que les deux univers, eh bien, ont George Carlin dans leur casting. Jersey Girl, malheureusement, ne rencontrera pas le succès. Plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, peut-être que ce changement de ton auprès des spectateurs la première heure des films de Kevin Smith a pu décontenancer dans un premier temps. Et une autre explication est à voir du côté de Ben Affleck, qui à l'époque était en couple avec Jennifer Lopez, on les appelait même le couple Benifer, et ils étaient en couverture de tous les tabloïds. Leur rupture avec perte et fracas avait fait les colonnes de tous les magazines à l'époque. Or, la sortie de Jersey Girl a coïncidé justement avec cette rupture. Peut-être que donc les spectateurs ont été un petit peu agacés de la présence de Ben Affleck et Jennifer Lopez et ont préféré ne pas aller voir le film. Voilà, il y a peut-être plusieurs explications à cet échec. En tout cas, quand on l'enlève de son contexte tabloïd, le film est tout à fait appréciable, tout à fait touchant. Mais suite à cet échec, qui est donc le deuxième échec de Kevin Smith depuis Mallrats, il était là sur presque une décennie de succès, il décide de revenir aux fondamentaux en 2006, et d'enfin réaliser la suite de Clerks 2, puisque c'est ce qu'il avait l'intention de faire en 2001 avant de plutôt se tourner vers Jay Silent Bob. Il écrit donc la suite des aventures de Dante et Randall, qui cette fois ne travaille plus au Quick-Stop et au RST vidéo, puisqu'au début du film, on voit le Quick-Stop brûler dans un incendie à cause de Randall. Non, cette fois, il travaille au Moobies, le fast-food fictif imaginé par Kevin Smith, qu'on avait déjà vu, ce Moobies, dans Dogma, d'abord, et puis dans Jay Silent Bob, ensuite. Ils sont donc toujours employés, mais cette fois-ci, donc employés d'un fast-food. On a donc toujours cette dynamique de employé et client, mais on ne retrouve plus dans ce Clerks 2 l'authenticité qu'on pouvait retrouver dans le premier Clerks, puisque le premier Clerks c'était un témoignage réel de la vie de Kevin Smith à l'époque. Il s'inscrit plus dans la volonté de Kevin Smith de toucher un plus large public. On retrouve malgré tout des références à Star Wars, des références au Seigneur des Anneaux, toujours les mêmes profils, c'est-à-dire que Dante c'est ce personnage qui s'inquiète, qui s'interroge sur ce qu'il va bien pouvoir faire de sa vie, il cherche à avoir plus de responsabilités, il cherche à construire une relation, là où Randall est toujours ce personnage un peu glandeur qui se laisse vivre et qui n'a pas l'air de s'inquiéter vraiment de son avenir. Clerks 2, c'est aussi l'occasion pour Kevin Smith d'exprimer ce qu'il a déjà fait dans ses premiers films, à savoir une bromance entre Randall et Dante. La bromance, c'est cette manière de définir une amitié entre garçons proche d'une relation amoureuse. C'est déjà ce qu'il avait plus ou moins fait avec des personnages comme T.S. Quint et Brody dans Mallrats, et comme ce qu'il avait fait également pour Holden et Punky dans Chasing Amy. Donc là, le film, c'est surtout le moyen de montrer comment Randall et Dante tiennent à leur relation, et c'est le moyen pour Kevin Smith de revenir au vieux Askewverse. Il y a quand même de très bonnes choses dans ce Clerks 2, notamment la présence de Rosario Dawson, qui joue Becky, la manager du Moobies, qui apporte une certaine fraîcheur dans le film. Les dialogues sont toujours aussi ciselés, c'est quand même un plaisir de retrouver Dante et Randall. Clerks 2 reste malgré tout assez appréciable. Il fonctionne plutôt bien. Malgré tout, pour Kevin Smith, c'est pour lui le point final de Jay Silent Bob, c'est le point final de View Askew Universe, en tout cas à l'époque, donc en 2006. Il a toujours cette volonté, et on le voyait à travers Clerks 2, de s'adresser à un plus large public. Il ressent notamment une certaine frustration de voir que
son humour, sa manière de décrire les personnages, notamment les bromances qu'il met en place, sont des ficelles ou des techniques utilisées par d'autres réalisateurs, je pense notamment aux frères Farrelly ou à Judd Apatow, qui ont des dénominateurs communs avec Kevin Smith dans leur production, mais qui eux touchent un plus large public. Il y a donc cette frustration de la part de Kevin Smith à partir de 2006 d'avoir une fanbase un peu, d'avoir un humour un peu de niche et ne pas réussir à toucher un plus large public. Il décide donc d'écrire une comédie plus grand public, plus abordable pour le grand public, en restant dans l'humour qui le caractérise. Ce sera chose faite donc en 2008 avec Zack et Miri font un porno, qui, comme son nom l'indique, raconte l'histoire de Zack et Miri, un couple de colocataires qui vit toujours dans le New Jersey. Le New Jersey, c'est toujours la toile de fond des films de Kevin Smith. Il a grandi dans le New Jersey, toujours les aventures de personnages situés là où il a grandi. Mais donc, pour en revenir à Zack et Miri sont donc colocataires dans le New Jersey et peinent à gagner leur vie en travaillant simplement dans un magasin de café. Ils voudraient pouvoir gagner un peu plus d'argent pour que leur vie soit plus appréciable. Et rencontrent donc lors d'un bal de promo, un bal de 10 ans de retrouvailles de promo, un ancien collègue à eux qui est devenu acteur de films pornographiques et qui gagne beaucoup d'argent avec cette activité. Ils se disent donc qu'il y a certainement moyen de se faire de l'argent en produisant leur propre production amateur. En ce qui me concerne, Zack et Miri n'est pas un mauvais film. On retrouve dans les 2 premiers tiers du film l'humour de Kevin Smith, les caractéristiques qu'on lui connaît, à savoir excellent dialoguiste, situation parodique et méta tout à fait appréciable et drôle. C'est dans le dernier tiers que ça se corse, où Kevin Smith clairement coche toutes les cases de la comédie romantique sans apporter vraiment quelque chose de bien original. Donc on finit Zack et Miri sur quelque chose d'extrêmement conventionnel, voire un peu ennuyeux. C'est donc un film en demi-teinte en ce qui me concerne. Le film ne fonctionnera pas en salle à l'époque, plusieurs raisons, peut-être les raisons que j'ai évoquées précédemment, à savoir que c'est pas un film totalement réussi. La faute aussi à une très mauvaise promotion du film à l'époque, puisque l'aspect mex porno pouvait un peu rebuter justement le grand public, et donc la production a préféré renommer le film Zack et Miri lors de sa promotion, tout en gardant le titre Zack et Miri mex porno pour son exploitation en salle. Donc ça a pu créer cette espèce d'ambiguïté. Est-ce que Zack et Miri mex porno c'est le même film? Voilà, confusion peut-être chez les spectateurs. Le fait est que l'entrée pour Kevin Smith, dans quelque chose de plus mainstream, n'a pas fonctionné. En parallèle de sa carrière de réalisateur, Kevin Smith fait également des apparitions en tant qu'acteur, le personnage de Silent Bob étant assez populaire, et puis il a l'habitude donc de faire de la scène, de donner notamment des conférences. Lors de ces conférences, il fait limite presque des sketchs, et donc on lui reconnaît un certain talent d'auteur, mais aussi d'interprète. Il va donc être contacté pour plusieurs productions depuis le début des années 2000, et notamment en 2008 pour le 4e volet des aventures de John McClane, Die Hard 4, qui n'est pas le meilleur Die Hard, clairement, mais quoi qu'il en soit, dans le 4e, il joue le rôle de Warlock, le magicien, qui est en fait un geek qui vit dans le sous-sol de sa mère. C'est d'ailleurs son apparition qui est peut-être le seul intérêt de Die Hard 4. Sur le tournage de Die Hard 4, il va faire la rencontre de Bruce Willis, qui va lui proposer donc de travailler avec lui. Ce sera donc chose faite en 2010, où la Warner va contacter Kevin Smith pour être le réalisateur de Top Cops, où Bruce Willis tient l'affiche à côté de Tracy Morgan, qui donc interprète tous les deux un couple de policiers pas très doués qui doivent récupérer une carte de baseball volée. Ça c'est pour le pitch. Le film en soi n'a pas grand intérêt. D'abord, il n'est pas écrit par Kevin Smith, donc un film simplement réalisé par Kevin Smith n'a pas grand intérêt dans la mesure où Kevin Smith c'est surtout un auteur. Il n'a pas d'univers
visuel à part entière, donc simplement réalisé par Kevin Smith, ce serait réalisé par Kevin Smith ou par quelqu'un d'autre, on ne verrait pas franchement l'indifférence. Le seul intérêt du film, c'est peut-être de se le procurer en Blu-ray, puisque en Blu-ray, il y a l'option Maximum Comedy Mode, qui est en fait une option commentée et visuellement et audio, commentaire audio, commentaire visuel sur la manière dont le film a été fait, où on peut retrouver Kevin Smith pendant plus de 2 heures qui nous explique comment il a fait le film. Pour avoir face à soi un vrai film de Kevin Smith, c'est peut-être la seule option qui s'offre à nous. Le tournage va très mal se passer, c'est le début 2010 de la chute de popularité de Bruce Willis. Clairement, il a signé pour faire ce film uniquement pour avoir son chèque. L'histoire du film n'a pas grand intérêt. Voilà, Bruce Willis a l'air de s'ennuyer, franchement. Et comme le film n'est pas écrit par Kevin Smith, même au niveau des dialogues, on n'y retrouve rien de bien intéressant. Assez mauvaise expérience en plus de studio pour Kevin Smith. Ce sera son dernier film en studio, son dernier film de studio à l'époque. Il retrouvera la Warner quelques années plus tard pour réaliser des épisodes de Flash et Supergirl, mais à la télévision cette fois-ci. Il décide donc de revenir sur quelque chose de plus personnel, fait appel à Jonathan Gordon, qui était le producteur qui travaillait à Miramax sur ses premières productions. Miramax ayant périclité au début des années 2010, c'est donc sans Miramax mais avec Jonathan Gordon que Kevin Smith écrit sa prochaine production, dans un style totalement différent. Ce film, ce sera Red State. C'est un thriller, mi-horreur, mi-thriller, qui raconte comme point de départ l'histoire de 3 jeunes qui trouvent une annonce pour avoir des relations sexuelles donc avec une femme. Et ils ont donc rendez-vous avec cette femme, mais cette annonce est un piège et ils vont se retrouver kidnappés par une secte fondamentaliste religieuse. S'ensuit différentes péripéties difficiles à résumer, puisque l'intérêt de Red State, c'est justement que tout ce qui s'y passe est une surprise. Il se passe précisément à chaque fois l'inverse de ce qu'on pourrait penser au vu de l'histoire. Donc c'est une véritable surprise, ce Red State. On est dans un univers complètement différent par rapport à ce que Kevin Smith a pu proposer. On découvre un auteur qui est, on le savait, assez à l'aise dans la comédie, mais qui est tout à fait à l'aise dans le suspense, dans le thriller. Il y a un peu d'humour, malgré tout, mais c'est vraiment... c'est un humour, donc déjà, un humour très très cynique, et ça reste un film, globalement, quand même assez sombre. À voir, une véritable surprise, donc de ce Red State en 2011, qui permet à Kevin Smith de revenir à Sundance, avec succès, mais malgré tout, il annonce un peu Red State comme étant un peu son chant du cygne. Il préfère finir sur un succès et il sent que l'inspiration en tant que scénariste ne lui vient plus trop. Il préfère donc se consacrer pour un temps à ses activités de scène, de podcast également, puisqu'il est très présent sur internet, et d'auteur de comics. Ça, cet arrêt d'être réalisateur, ça va durer 3 ans, puisque lors d'un podcast lui-même, il part en fait dans un délire avec son producteur Scott Mosier, qui a arrêté d'être son producteur depuis Zack et Miri, mais avec qui ils tiennent un podcast. Et lors de ce podcast, ils imaginent un homme transformé en morse. Cette idée, ce pitch, donne l'envie à Kevin Smith d'en faire un film. Il demande donc à son public via Twitter, via son podcast, si il serait partant pour que Kevin Smith fasse ce film. Est-ce qu'ils iraient voir ce film si Kevin Smith faisait ce film? La réponse est positive, et donc sort en 2014 le film Tusk, avec Michael Parks et Justin Long, qui raconte les aventures d'un podcasteur, donc, qui part au Canada pour faire un reportage. Là, il n'est pas en mesure de faire son reportage, puisque le sujet de son reportage est décédé, il arrive aux funérailles de son sujet de podcast, et donc il se perd à Winnipeg, il trouve une annonce, et il arrive chez un scientifique un peu fou, qui le kidnappe, et qui décide de lui couper les membres pour faire de lui un morse. On pense au niveau du pitch un petit peu à The Human Centipede. Le film commence un petit peu comme ça d'ailleurs, est assez sombre. Au niveau de l'angoisse, ça fonctionne plutôt bien, jusqu'à sa deuxième moitié où Kevin Smith décide, à l'inverse de Red State, de ne plus rester dans une intrigue à suspense, mais de partir plutôt vers une comédie, et arrive dans la deuxième moitié du film le personnage de Guy Lapointe, interprété par Johnny Depp,
qui est la caricature, même au-delà de la caricature, d'un détective privé québécois, affublé d'un béret avec un gros nez, à l'allure un petit peu négligée, et tout est ridicule dans ce personnage. Son accoutrement est ridicule, son interprétation est quasi, même presque insultante pour les Français, pour les Québécois, et donc ça devient une farce avec ce personnage, et ce changement de ton casse complètement le rythme du film et même son intérêt, et laisse plutôt dubitative. Pour autant, malgré ce bilan mitigé, Kevin Smith décide de donner une suite, ou plutôt un spin-off à Tusk, en gardant ce personnage de Guy Lapointe, qui a l'air de beaucoup l'amuser, et il souhaite également mettre en scène sa fille, Harley Quinn, qui veut faire du cinéma, qui va être comédienne, et qui tenait un petit rôle avec son amie Lily Rose Depp, fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, qui est la meilleure amie donc d'Harley Quinn, et qui tenait un petit rôle dans Tusk. Il va donc tirer la ficelle, développer les personnages qu'on a vus dans Tusk, qui sont Colin et Colleen, qui travaillent dans une épicerie à Winnipeg au Canada. On assiste donc avec Yoga Others en 2016 à une parodie de Clerks, entre guillemets, située au Canada, parodie de Clerks qui est aussi une sorte de comédie d'action, où Colin et Colleen, nos deux employés du Z à Winnipeg, vont être confrontés à des saucisses nazies. Alors, ça aurait pu fonctionner si Kevin Smith en était donné un peu plus les moyens visuels. Pour Tusk et Yoga Others, sa volonté, son intention, c'est de rendre hommage au film de monstres. Et pour ça, il a fait appel à Robert Kurtzman. Robert Kurtzman, c'est le directeur du maquillage de films aussi célèbres que Evil Dead 2 ou même Predator, où là effectivement les maquillages étaient prépondérants pour pouvoir faire des films de monstres efficaces. Sauf que là ça ne fonctionne pas du tout, puisque Kevin Smith ne met absolument pas en scène les scènes d'action. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas vraiment d'horreur, c'est un pastiche, c'est un film complètement potache. Alors est-ce qu'il a voulu surtout offrir un film à sa fille Harley Quinn, en non oubliant toute volonté cinématographique? C'est un ovni, Yoga Others, certains aimeront, il y a des blagues qui font référence notamment à Clerks ou à d'autres films de Kevin Smith, mais on est dans le pastiche total, sans vraiment fond. Ça n'a pas en tout cas fonctionné sur moi. On pourrait donc dire que depuis 2011 et Red State, c'est un petit peu la descente en popularité de Kevin Smith, en tout cas réalisateur. Et puis, alors qu'il est réalisateur de plusieurs épisodes de la série télé Flash et Supergirl, il va avoir en 2019, après avoir joué son dernier spectacle, Kevin Smith est victime d'un infarctus, d'une attaque cardiaque assez grave. Il doit être opéré donc à cœur ouvert, et cet épisode lui donne l'envie non seulement de refaire un film, mais de revenir à ces personnages qui l'ont fait connaître, à savoir Jay et Silent Bob. Il se dit qu'il doit absolument mettre sur pied un nouveau film de Jay et Silent Bob. Ce sera donc chose faite près d'un an seulement après son épisode cardiaque, avec en 2019 Jay et Silent Bob Reboot. Jay et Silent Bob Reboot, c'est Jay et Silent Bob Contre-Attaque, fait en 2001, mais en reboot. On retrouve donc tous les personnages du View Askewverse qu'on avait pu voir donc dans Chasing Amy, dans Mallrats et dans Clerks, dans une histoire sensiblement identique à celle de Jay et Silent Bob Strike Back, où Jay et Silent Bob entendent parler d'un reboot de Bluntman et Chronic qui doit être mis sur pied à Hollywood, et qui doit être réalisé par Kevin Smith, qui permet à Kevin Smith de se moquer de lui-même, mais sinon c'est sensiblement la même chose. Alors comme il l'explique bien, qu'est-ce qu'un reboot? Un reboot, c'est simplement le même film, mais avec des acteurs plus jeunes et plus de diversité. Même structure que Jay Silent Bob Strikes Back, on retrouve le même gang de filles voleuses de diamants, mais cette fois-ci elles sont jouées par celle qui est supposée être la fille de Jay, et qui est donc Harley Quinn Smith, interprétée par la fille de Kevin Smith, et un personnage musulmane et syrienne, et un personnage également de sourde et muette, interprété par une actrice réellement sourde et muette. Ça, c'est pour la diversité. Dans son contenu, Jay et Silent Bob
est vraiment réservé aux fans, puisqu'on y retrouve, comme je l'ai dit, tous les personnages de View Askeverse, et à part ça, rien de nouveau dans ce Jay Silent Bob Strikes Back. On retrouve le même canevas, la même manière de fonctionner, toutes les références à son univers précédent. C'est vraiment un film à réserver à ses fans de la première heure, aux fans du View Askeverse de 1994 à 2006. On peut quand même noter dans ce Jay Silent Bob reboot une réelle nostalgie de la part de Kevin Smith, notamment à travers cette scène où Jay Silent Bob vont voir le personnage de Brody, de Mallrats, qui a son magasin de comics dans le fameux mall de Mallrats, dans le fameux centre commercial, mais cette fois-ci, il est seul, il n'y a plus personne dans le centre commercial, tous les magasins ont pratiquement fermé, il ne reste plus que ce magasin de comics, et également nostalgie exprimée par le personnage d'Holden, interprété par Ben Affleck, c'est le personnage principal de Chasing Amy, qui lors d'une scène exprime à quel point toutes ces belles années sont derrière lui, que les meilleures années c'était les années 90, et que les succès qu'il a pu faire en tant qu'auteur sont derrière, et que maintenant il ne fait que vivre sur les mêmes succès. On comprend bien que Kevin Smith parle de lui-même à travers cette scène, et Jay Silent Bob Reboot n'est finalement qu'une manière de dire à ses fans que tout cela était derrière, que ça fait plaisir de se retrouver. Il va continuer malgré tout sur sa veine nostalgique, puisque le tournage de Clerks 3 s'est terminé donc cette année, il y a un mois environ, nous sommes en octobre 2021, le tournage se termine en septembre. Le film sortira probablement en 2022. Le pitch est à mettre en parallèle avec la vraie vie de Kevin Smith, puisque Dante et Randall ont donc racheté le Quick Stop et le RST vidéo, enfin le Quick Stop surtout, puisque je suppose que le vidéo club, si c'est comme dans la vraie vie, n'existe plus. Randall fait une attaque cardiaque et réalise donc que ses plus belles années sont un peu derrière lui, et décide donc de faire un film dans le Quick Stop sur le Quick Stop. Que donc Randall qui fait Clerks. Un film donc résolument méta, où on peut quand même s'attendre à quelques moments de nostalgie, voire quelques moments d'émotion bien vus. Si on analyse un petit peu, Jay Silent Bob, ce sont les alter ego comiques de Kevin Smith, même les alter ego de comics de Kevin Smith, là où Randall et Dante sont plus ses alter ego existentialistes. Ils se posent des questions sur les responsabilités, sur la carrière, sur la paternité, c'est un petit peu tous ces sujets-là qu'on pouvait voir à travers Clerks et Clerks 2. Clerks 3, ce sera donc certainement les questions que se pose Kevin Smith sur la nostalgie, sur le temps qui passe, sur le fait de devenir père de famille, etc. Ça peut donc, comme il nous l'a déjà montré à travers justement Clerks 2 ou même Chasing Amy, un moment très bien écrit de personnages qui, en ce qui me concerne, je prendrai beaucoup de plaisir à retrouver. Le souci, en tout cas pour la France, c'est comment est-ce que ce film sera disponible, puisqu'une observation qu'on peut faire, c'est que Kevin Smith n'est quand même pas très bien distribué en France. Tous ces films, jusqu'à Top Cops, sont sortis en cinéma, et encore Top Cops c'était vraiment parce que y avait Bruce Willis à l'affiche, mais à partir de Red State et Tusk n'ont connu qu'une sortie DVD. Quant à Yoga Others et même Jay Silent Bob Reboot, malgré leur popularité, n'ont eu le droit qu'à une sortie VOD. En termes de distribution physique, Blu-ray DVD, là où aux États-Unis et même en Angleterre, on peut trouver des éditions assez riches en bonus, assez explicatif sur le processus créatif de chaque film, avec des making-of d'1 heure, avec des commentaires audio. En France, à part des DVD simples, il est assez compliqué de se procurer les films de Kevin Smith, finalement dans des éditions assez simples, et c'est assez dommage, puisque Kevin Smith n'est quand même pas avare en explications sur son univers assez riche. Donc à voir si Clerks 3, comme ses précédentes productions, n'aura le droit qu'à une sortie confidentielle VOD. Pour résumer, Kevin Smith maintenant, s'il était réalisateur aujourd'hui et qu'il aurait 20 ans, aujourd'hui il serait probablement youtubeur. Plus que réalisateur aujourd'hui, c'est surtout un influenceur. On fait appel à lui pour parler de comics, c'est un expert en comics, un expert en cinéma, on le voit beaucoup dans des bonus, notamment sur des films de super-héros comme Venom ou Spider-Man. C'est quelqu'un de très présent sur Twitter, très présent sur YouTube. C'est toujours intéressant pour ceux qui ne connaissent pas malgré tout de se pencher sur sa carrière cinématographique, puisque c'est un auteur intéressant. Donc de mon côté, je peux vous conseiller de Clerks jusqu'à Clerks 2, donc tout le pan View Askeverse. Pour le reste, c'est un peu plus confidentiel. C'est tout pour moi.
Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Damien parle de film.